Vous nous regardez partout dans le monde entier à travers votre chaîne EcoBio News. En fait, je remercie d'abord l'auditoire et surtout la présence de tout et chacun ici. Parce que ce n'est pas que vous avez manqué quoi faire, que vous êtes venus soutenir cette activité. Vraiment, merci à vous. Et aussi, comme vous le savez, la ville de Bunia, nous avons plusieurs difficultés ou défis à ce qui concerne les défis environnementaux. Mais à cela ne tienne, aujourd'hui, on va seulement parler seulement des défis qui concernent la pollution par les déchets. Or, un état de lieu que je vais donner, ça sera juste en synthèse. Chaque jour, la ville de Bunia produit des déchets et c'est normal. Et nous continuerons toujours à produire jusqu'à ce que la ville de Bunia disparaisse. Si la ville de Bunia va vivre pour une éternité, c'est-à-dire que les déchets seront là toujours pour une éternité. Parce que nous produisons les déchets et nous vivons avec ces déchets. Mais à ce qui concerne l'état des lieux, c'est vraiment un état des lieux déplorable. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous allez constater que les déchets sont produits chaque jour, mais malheureusement sont mal gérés. C'est tout ça, c'est la conclusion. Nous produisons des déchets, mais nous les gérons mal. Est-ce que c'est par ignorance? Est-ce que c'est par négligence? C'est qu'après cette émission, nous allons tous découvrir. Merci, M. John Toli, d'avoir dit cette première parole. Au-delà de vous, nous avons passé la parole également à M. de Velosa. Vous êtes responsable de la coordination provinciale de la société civile en province de Toury. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Et je voudrais bien, avant toujours, vous dire un peu qu'est-ce que vous pensez des responsabilités de gestion de déchets dans notre ville de Bunia. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mes salutations distinguées à tous les invités. Vous me posez la question par rapport aux responsabilités de la gestion des déchets. Et je crois que la responsabilité est partagée. D'autre part, c'est nous-mêmes, la population, c'est nous les producteurs des déchets qui sont responsables également. Parce que comme l'a dit M. John, le déchet est quotidien. Les déchets, c'est notre présence, c'est ce qui est dans les déchets. Parce que les déchets, c'est les résidus de production, les résidus de tout ce que nous avons dans nos ménages, qui se retrouvent autour de nous. Tout ce que nous jetons là, c'est ce qu'on appelle les déchets. Si nous sommes dans des usines, lorsque nous avons produit, il y a des sous-produits que nous utilisons utiles ou bien moins utiles des déchets. Donc, à ce niveau, la gestion des déchets, la responsabilité de gestion des déchets est partagée. À côté de nous, les consommateurs, à côté des producteurs, il y a aussi l'État. Parce que tous les bien-être de la population, c'est à l'État de le produire. L'État a l'obligation de nous donner une bonne condition environnementale. Ça, c'est l'État. Raison pour laquelle il y a des lois. S'il y a des lois, c'est parce que l'État est censé nous protéger. L'État est censé nous donner de bonnes conditions. Donc, à ce qui concerne la responsabilité, est partagée à ce sens. Merci beaucoup, M. Velosa, pour cette intervention. Je vais également prendre la première intervention du responsable du bureau de ressources en eau de la division de la coordination de l'équipe provinciale de l'environnement, M. Lucien Varoka. Vous êtes également là avec nous. Nous voulons bien un peu comprendre votre exposé, cela peut-être un peu plus long que celle des autres, puisque avec vous, notamment, nous allons aborder les questions de la législation autour de gestion de déchets. Pouvez-vous peut-être nous brosser un peu, afin de nous mettre dans le bain de la thématique
que dit la loi en rapport avec la pollution des eaux de rivières, notamment ici, spécifiquement à Bounia? Merci pour la parole. Nous disons bienvenue à tout le monde. Et je pense que l'émission est très intéressante, à ce sens que ça touche les domaines et aussi de la santé, bien sûr. La pollution des rivières, c'est quoi d'abord la pollution? La pollution, c'est justement cette contamination ou cette dégradation de la qualité de l'eau. Ici, il s'agit des rivières. Et spécialement à travers les déchets que nous produisons, nous les humains. Naturellement, les rivières sont calmes sans problème. Et ici, il y a pas de pollution d'origine naturelle. Les rivières sont politiques, il y a une occupation au niveau des rivières naturelles. Mais ce qui crée plus de problèmes, ce sont les activités humaines. Et ici, si nous parlons de rivières, je parle là par exemple de rivières ici. Les rivières sont là. Cette rivière héberge les organismes vivants, tant animaux que végétaux. Et les rivières nous aident aussi à beaucoup d'usages. Si vous revenez autour des rivières, vous allez voir qu'il y a des populations qui y font domestiques. Il y a ceux-là qui utilisent ça pour la boisson, pour l'arrosage en plantes, pour le lavage des véhicules, et j'en passe. Maintenant, qui dit la loi par rapport à la protection des rivières? Je pense que nous avons chez nous trois lois. Il y a la première loi, je donne la référence. Il y a la loi numéro 011 par 009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. La loi numéro 11 par 009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Nous avons la seconde loi, c'est la loi numéro 15 par 026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau. La loi numéro 15 par 026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau. Et la troisième loi, c'est la loi sur la conservation de la nature, c'est la loi numéro 14 par 003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. La loi numéro 14 par 003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. Alors, ces trois grandes lois réglementent transformer le domaine de l'environnement, que ce soit le sol, l'air et les ressources. Et ici, ces lois ici, vous pouvez aller directement, vous pouvez télécharger, vous allez dans le site du journal officiel de la République et tout de suite, vous aurez ces lois-là avec vous dans votre smartphone. Alors, maintenant, la loi dit quoi? Je vous prends par exemple l'article 6. J'explique l'article 6. Pendant ce temps, fidèles spectateurs, si vous avez des interventions ou des préoccupations, à un certain moment, vous pouvez les manifester et je peux noter. Il y a un certain moment, nous allons entendre les préoccupations des participants également. Donc, vous allez juste manifester, faire ce qu'il est vu. Je pourrais noter et revenir à auprès de vous au moment donné. Alors, moi, je vais le plus à l'autre, au lieu d'aller coucher. Ils ont été l'article 46 de la loi numéro 11 par 009 sur la protection de l'environnement. Cet article stipule toute personne a droit à un environnement sain
et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre à toute voie de droit en action individuelle et collective. Moi et vous, nous avons droit à un adaptation. Ça, c'est la loi qui nous dit ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de vivre dans un endroit public où il y a des déchets. Non. Ça, c'est la loi qui donne à tout et chacun les droits de vivre dans un environnement sain et propice. Et donc, nous avons le droit de défendre ces droits-là en action individuelle et collective. Est-ce que nous le faisons? C'est la grande question. Je vous lis la deuxième disposition, c'est l'article de la même loi. L'État, la province et l'entité territoriale décentralisée prennent des mesures appropriées pour prévenir. Non, je m'excuse, c'est plutôt l'article 6. L'État, la province et l'entité territoriale décentralisée prennent en compte, lors de l'élaboration de plans d'aménagement du territoire ou d'urbanisme, les impératifs de protection de l'environnement et du bien-être de la population locale. Ces plans d'aménagement font l'objet d'une enquête publique et d'une étude d'impact environnemental et social. Ici, il y a le problème d'aménagement. Lorsque nous urbanisons, lorsque nous créons des villes, on doit prévoir des endroits où on doit mettre des déchets. On doit prévoir les poubelles, les espaces. Est-ce que lorsque nous créons par exemple les quartiers pauvres, on a prévu un endroit où jeter les déchets, nous avons environ 4 quartiers. Si vous demandez à chaque chef de quartier, existe-t-il un endroit prévu pour la gestion des déchets? Alors que la loi dit que ces impératifs de protection de l'environnement est obligatoire. Ça, c'est pas. Je parle à une autre disposition et je vais citer par là, c'est l'article 56. L'article 56 de la même loi dit ceci. L'État, la province et l'entité territoriale décentralisée s'assurent de la gestion rationnelle des déchets de manière à préserver la qualité de l'environnement et de la santé. Je répète, c'est très important. L'État ici s'agit du gouvernement central, la province, c'est par exemple ici, le gouvernement provincial. Les entités territoriales décentralisées, c'est par exemple la mairie, les chefferies et j'avance. L'article ici dit ceci, l'État, la province et l'entité territoriale décentralisée s'assure de la gestion rationnelle des déchets de manière à préserver la qualité de l'environnement. C'est restreint en matière d'environnement. Alors, ce sont ces 3 catégories de personnes qui devraient constater et rechercher ces infractions-là et, n'est-ce pas, amener ça devant les cours et tribunaux pour que ceux-là qui ne respectent pas les lois soient condamnés et mis en prison. Alors, pour ce qui concerne par exemple l'abandon des déchets, comme c'est le cas dans les rivières, c'est là où nous arrivons, il y a l'article 56 qui dit ceci, et puis d'une servitude pénale de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs congolais, ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui transporte, dépose, abandonne, jette ou élimine des déchets industriels, artisanaux, médicaux, biomédicaux ou pharmaceutiques en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution. L'amende, c'est entre 1 million et 5 millions de francs congolais et la prison, c'est entre 3 mois et 3 ans. Et si on arrêtait une seule personne seulement, personne ne jettera les déchets dans les rivières. L'article 57. Ici, ça concerne la pollution des sols. Et puis, d'une servitude pénale de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 2,5 millions à 5 millions de francs congolais. Et de l'une de ces peines seulement, toute personne qui pollue, dégrade les sols ou les sous-sols en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution. Pourquoi je parle aussi du sol? Puisque tout ce que nous déposons sur les sols, lorsqu'il y a pluie,
l'eau de pluie les ramasse vers les rivières. Il n'y a rien qui traîne sur le sol. Même ces sachets que vous voyez là, tous sont ramassés vers les rivières pour atteindre les océans. Et ça nous retourne, nous les humains, d'une ou d'une autre manière. J'ai fini par la pollution des eaux, ça c'est l'article 78. Et puni d'une servitude pénale de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 5 millions à 50 millions de francs congolais pour l'île de Saint-Anne seulement, toute personne qui pollue de quelque manière que ce soit, tant les eaux continentales et les espaces maritimes, ou dégrade les écosystèmes côtiers en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution. L'amende, c'est entre 5 millions à 50 millions. Et la prison, c'est, si c'est peu, c'est 6 mois, si c'est beaucoup, c'est 3 ans. Est-ce qu'il y a déjà une seule personne qu'on a condamnée pour avoir fait ces actions-là? Ça, nous, l'auditoire, nous allons répondre à cette question. Mais la loi prévoit ça. Et si les gens continuent à jeter les déchets en violation de la loi, et je pense que ceux-là qui sont censés appliquer la loi doivent faire le travail. Merci. Monsieur Justin, merci beaucoup pour toutes ces informations que vous apportez au cours de cette émission publique. Nous allons revenir à vous également, puisque vous avez mentionné dans votre intervention que vous êtes d'ailleurs OPJ également en compétence restreinte en matière d'environnement. Monsieur John Toli, je reviens à vous. Sur les ondes de la Canal Révélation, il y a quelques jours, vous interveniez en sollicitant, en plaidant pour la mise en place d'une unité de police de protection d'environnement. Est-ce que vous vouliez nuancer ça? Alors, bien sûr, avec les interventions de la législation qui régule le secteur de gestion des déchets. Oui, merci beaucoup. Toujours assez basé par des textes légaux. Là, je vais directement toucher la Bible congolaise, c'est-à-dire la constitution de notre pays. À son article 53, l'État a le devoir de nous garantir un environnement sain. Et nous avons le droit à vivre dans un environnement sain pour s'épanouir. Et défendre, ça c'est notre devoir. Alors, la défense, ce n'est pas le ping-pong. C'est pour cela que j'avais fait cet appel, puisque je savais qu'il y a quand même des textes qui sont prévus pour sanctionner le non-respect des lois qui sont sur place. Voilà. Mais alors concrètement, avec tout ce que vient de dire M. Justin, dans la ville, particulièrement sillonnée, les rivières, différents endroits, on retrouve de tas et des tas de déchets au su et au vu de tout le monde. Est-ce que il est vraiment nécessaire qu'il y ait une unité de police qui vienne répondre à ça, ou est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qu'il faut prendre? Oui, quand je dis mon police, ce n'est pas la PNC que je suis en train de citer. C'est juste un mécanisme qui va faire le contrôle, les suivis. Et même cette unité de police peut jouer même à faire l'éducation sur les communautés. Donc, sur le changement, par exemple, de comportement pour des actions éco-responsables. Quand je dis police, ce n'est pas la police avec une arme, mais c'est un mécanisme, on peut même les appeler gardes, je ne sais pas, peu importe le nom. Mais c'était juste un appel à notre gouvernement, à nous tous, de trouver des moyens, des mécanismes, comment est-ce que nous devons promouvoir cette gestion rationnelle des déchets. Si police dit interpellation, dit arrestation, monsieur l'ingénieur Jeff Delosa, coordinateur de société civile, je rappelle. Que pensez-vous d'aujourd'hui s'il y avait des arrestations de la population civile en rapport avec la gestion de déchets, puisque vous avez déjà signalé pour le bas que les responsabilités étaient partagées? Oui, je disais que la responsabilité était partagée, mais je crois que la loi a tout prévu. La loi a prévu comment nous pouvons nous comporter dans ce pays en matière de la gestion des déchets. C'est peut-être que nous tous, nous ne savons pas seulement le mettre en application. Et là encore, la responsabilité est toujours partagée. Moi, je connais les méfaits des déchets.
Mais je ne vais pas m'arranger pour une bonne gestion des déchets. À la maison, pourquoi nous demandons aux AFA, avant de se lever, avant de sortir dans la cour, commencer à balayer la maison, balayer la cour? Parce que le déchet n'est pas bon. Ça ne donne pas une bonne impression. Nous avons besoin de vivre dans des endroits propres. C'est ça la raison pour laquelle nous tous, nous devons nous sentir concernés. Je l'ai dit, le déchet est quotidien. Je répète encore, le déchet est produit par tout le monde. Les consommateurs produisent les déchets, les vendeurs au marché, ils produisent des déchets. Vous, à l'université, vous produisez des déchets. Chacun, là où se trouve, produit des déchets. Mais si les déchets se trouvent partout et que nous ne prenons pas des dispositions pour la bonne gestion de ces déchets, c'est à ce moment-là que nous marchons contre la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Nous pouvons revenir sur la loi 011. La loi 11, numéro 11/009 du 9 juillet 2011, portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, à son article 46. Est-ce que on peut donner ça à quelqu'un de nous la lire? Voilà, je vais la lire, c'est ça. Article 46, 49, quelqu'un peut nous la lire? Un spectateur étudiant, s'il vous plaît. Un volontaire. Et l'article 49. Je lis l'article 46. Ça dit ceci: toute personne a droit à un emploi sain. Pas la haute voix, monsieur, lis la haute voix. Allez-y. Oui. Toute personne a droit à un environnement sain. Toute personne a droit à un environnement sain. Toute personne. On n'a pas dit le président de la République. On n'a pas dit seulement les agents de l'environnement. Allez-y. Et propice à son épanouissement intégral. Okay. Elle a le devoir de les défendre par toute voie des droits en action individuelle et collective. Ok, elle a droit, toute personne a droit à quoi? Toute personne a droit à quoi? À un environnement sain, tout son épanouissement. Mais il a le devoir de faire quoi? Il a le devoir aussi. Il ne faut pas croire que c'est le mal qui n'a que le droit. C'est vrai qu'il a le droit à un environnement sain. Mais ton devoir, c'est quoi? C'est de défendre, de rester dans cette condition-là. Continue. Le 47. 49. 49. Oui, passez à l'article 49. Okay. Il dit cet article, il est écrit ceci, comme suit: est interdit tout rejet de déchets. Interdit tout rejet. Allez-y. Tout rejet de déchets ou substances susceptibles de polluer les milieux marins, d'altérer ou de dégrader la qualité des eaux de surface ou souterraines, tant continentales que maritimes, de nuire à leurs ressources biologiques et aux écosystèmes côtiers et de mettre en danger la santé. Voilà. D'abord, là, nous sommes ce sont des dispositions préventives. Il est dit d'abord, moi, je dois savoir. Toi, tu dois savoir que tu as droit à un environnement sain. Tu dois vivre dans des conditions acceptables. Toi, on te prévient. Mais quelque part, on te dit que tu as le devoir de défendre, de rester dans cette condition-là. Les mêmes messieurs, c'est notre papa qui dit: attention mes enfants, tu ne peux pas jeter les déchets n'importe comment. Tu ne peux pas jeter les déchets dans des eaux. Tu ne peux pas jeter les déchets n'importe où. C'est la prévention. On vous prévient. N'est-ce pas? Maintenant, quelqu'un d'autre va lire l'article CK7, CK8 et CK9. Quelqu'un d'autre? Maintenant, là, nous passons à la gestion maintenant de déchets. Une autre personne, même une dame, il n'y a pas de femmes ici, il n'y a pas de filles ici à l'université de Salon. Une demoiselle étudiante, Elle ne sont pas là.
Je veux réclamer la parentalité, c'est tout pour Même une maman. une autre personne en dehors de celle qui a dit avant. Article c'est cassé, c'est capi, c'est cané. Voilà, on serait expéditif, puisqu'on peut avoir les temps également des échanges avec le public. Sont interdits sur le territoire national. C'est gratuit. Sont interdits sur le territoire national à la détention, des dépôts ou l'abandon à des endroits sont non appropriés de déchets. Détention et abandon des déchets dans des endroits non appropriés. Oui, allez-y, allez et l'immersion, l'incinération ou l'élimination par quelque procédé que ce soit. Les déchets d'intérêt, on ne souhaite même pas le voir aller vivre comme ça. Parce qu'ils sont dangereux. Alors là, vous pouvez en venir, ce que on a parlé de discussion pénale, on a parlé de police, de protection de l'environnement. Également dans les articles que l'on retrouve, on parle de endroits non appropriés qui seraient une infraction. Aujourd'hui, peut-on dire qu'il y a des endroits appropriés pour la gestion d'un déchet qui n'existaient pas et par conséquent l'opposer à la population? Est-ce qu'ici on procède aux arrestations des individus, des civils qui polluent? C'est une question que d'aucuns peuvent se poser, qui polluent, ne sachant pas où exactement exposer le déchet. Comment se sentiront-on comme la société civile en fait? Nous avons dit que l'État a l'obligation de m'aider moi à bien gérer les déchets. Pour que l'on gère bien les déchets, je pense que le chef de bureau de ressources en eau de l'environnement a dit avant de créer une ville, on passe à des dispositions ou des dispositifs pour la gestion des déchets. Parce que là où il y a l'homme, il y aura des déchets. Est-ce que ces dispositions existent? Jusque-là, difficilement quelques poubelles sont dans la ville. Difficilement. Je dis bien difficilement, vous voyez quelques poubelles publiques. Mais ces poubelles publiques qui récoltent les déchets, ces déchets vont où est-ce qu'on amène ces déchets? Parce que jusqu'à ce moment où nous parlons, il n'y a pas de disposition pour le recyclage des déchets dans la ville. C'est parmi les grands problèmes que nous avons avec les gouvernements. Donc les gouvernements, ça n'a pas de responsabilité qui est, mais nous aussi ne nous soustrayons pas, nous avons une part de alors, mais les endroits, les bons endroits, il faut demander ça à l'environnement. Est-ce qu'il peut nous donner un exemple des endroits où nous pouvons aller amener nos déchets? Effectivement, c'est là où je voulais en venir, puisque dans vos interventions, vous avez également un caractère, comment dire, pédagogique. Comment alors dire à une femme ménagère que la rivière n'est pas un bon endroit et qu'il existe un bon endroit pour jeter le déchet et qu'elle y tente? Merci pour la parole. Comme je l'ai signifié, la loi a tout prévu. La loi a tout prévu. Il s'agit d'être aussi pratique. Tout à fait. J'insiste que nous avons de meilleures lois. S'il y a des meilleures lois, notre pays a des meilleures lois. J'ai commencé par insister comme les autres dit que nous avons droit à un environnement. Et j'ai dit encore que lorsqu'on crée une ville, lorsqu'on crée une cité, la loi dit que les impératifs de protection de l'environnement et du bien-être de la population doivent être pris en compte. J'ai donné l'exemple, la ville de Bounia a grandi. Actuellement, nous avons 4 quartiers. La question qu'on peut se poser, puisque chacun produit un déchet à partir des ménages. Et j'insiste ici pour dire que dans nos ménages, il n'y a pas que de gros déchets. Même les paracétamol, les médicaments dans un sachet. La farine de foufou dans un sachet. Les tomates dans un sachet. L'emballage est constitué de matières plastiques.
Et ces matières plastiques peuvent aller de 100 à 400 ans pour se décomposer. Ce sont des déchets dangereux qui proviennent de nos ménages. Autre catégorie de déchets dangereux de nos ménages, ce sont les produits pharmaceutiques. Toute maman qui a des bébés, ce sont des pharmaciennes en miniature. Vous allez voir une maman qui a un bébé chez elle, elle a le paracétamol, elle a quoi là, dans sa maison. Alors, on a aussi des détergents par exemple, comme les savons, les eaux usées qui proviennent des lessives. Et ces eaux usées-là contiennent des éléments chimiques, des matières chimiques qui sont dangereuses pour l'environnement. Et à cela aussi s'ajoute lors de l'arrosage, par exemple dans nos jardins, on peut avoir des fongicides, des insecticides qu'on peut utiliser dans nos ménages et qui peuvent revenir au niveau de l'environnement en polluant les sols, les eaux et l'atmosphère. Donc, je voulais ici préciser que dans les ménages, il y a aussi des déchets dangereux. Maintenant, je reviens à la question c'était les endroits indiqués. Ok, les endroits indiqués. Malheureusement, ici, je ne vois pas d'autres services. En réalité, les services de l'État est bien organisé. Il y a le ministère des Affaires foncières qui attribue les titres de propriété aux gens. Nous, l'environnement, nous ne faisons pas le lotissement des terres. Nous ne faisons non plus l'aménagement des terres. Il y a les services d'urbanisme et habitat qui donnent l'autorisation de bâtir. Aller le long des rivières là, les maisons sont sur les rives des rivières. Et ces gens-là ont des autorisations de bâtir. Alors que la loi interdit ce genre de choses. Ils ont des titres de propriété. Ces parcelles sont bornées par l'État lui-même. Ça, ce n'est pas nous l'environnement. Voyez-vous? Alors, lorsque par exemple la loi dit que la province, l'entité territoriale décentralisée, ça ce sont ceux-là qui ont les recettes, qui ont les budgets pour gérer les déchets. Et nous, nous n'en avons pas. Autrement dit, les endroits pour gérer les déchets, ça c'est lors de l'aménagement du territoire. Dans le plan directeur de l'aménagement, lorsque par exemple on veut ériger par exemple les quartiers hauts, on devrait prendre ça à compte. On fait un plan, on trace les avenues, on met ici, ça sera les marchés, ici l'école, ici l'église, ici les cimetières, puisque ces gens-là seront morts aussi. Ils doivent être enterrés quelque part. On prévoit les espaces verts. Ça, c'est le poumon de la ville. Donc, les espaces verts. Et là, je cite, il y a au niveau de l'école ici, on nous a créé un espace vert là-bas, mais je ne sais pas aujourd'hui, faut-il appeler ça espace vert ou espace bière? Puisque là, il n'y a que la bière. Il y a des portes là qui s'engagent, Mambasa, Irumu, les gens boivent, les gens mangent. En réalité, cet espace a été érigé pour la jeunesse, pour la verdure. Donc on devrait voir là les arbres, les pelouses et tout ça. Mais on a fait quoi? On a changé le but pour lequel cet endroit a été créé. L'espace vert. On peut prévoir aussi l'endroit pour geler les déchets par exemple. Puisque les déchets à partir des ménages, on peut les mettre même dans un sac à déchets. Mais je pose la question à toute personne qui est ici. Lorsqu'on a des déchets, on les met dans un sac, on donne à un taximan, aux gens des transporteurs pour les amener. C'est ça la question. Pour les amener où? Voilà la question. Donc on paye 2 000 francs, 20 000 francs, mais on les amène où? Alors, moi je pense que la responsabilité est partagée, comme a dit les commandants de la société civile. L'État a prévu chaque attribution pour chaque ministère. Nous, de l'environnement, nous ne partageons pas les sols, nous ne faisons pas le lotissement, mais nous, ce que nous faisons respecter les lois. Nous faisons voir si les lois en matière de l'environnement sont respectées ou pas. Mais la question liée aux endroits là, il fallait les poser aux autorités politico-administratives. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vois que la salle s'échauffe avec des préoccupations. Je me sens un peu confus et j'ai quelques questions à pouvoir poser pour avoir des éclaircissements sur ces questionnements. La première question, c'est... Vous adressez à qui exactement? Au ministère de l'Environnement, des ministères de l'Environnement. Voilà. Quel est l'organe de l'État qui met en place la police de l'environnement? Et il y a question aussi d'étendre, donc, question d'étendre les champs
d'action de cette police. Troisièmement, pourquoi ces agents donc de la police en Ituri jouent le rôle de l'OCC dans des boutiques au marché de la place? Parce que vous allez voir, les agents de l'environnement partent vérifier, la police là, ils partent vérifier les dates d'opération. Ce n'est pas leur travail. Normalement, c'est l'OCC qui devait vérifier les produits qui entrent dans les pays et fixer, dire par exemple que tel produit expirait. Pourquoi l'OCC ne fait pas son action, mais il laisse les produits entrer et maintenant c'est la police de l'environnement qui fait maintenant des suivis dans des boutiques? Nous allons prendre votre question, juste derrière. Merci pour l'accord de la parole. Oui. Je suis étudiant de sciences de développement par soir. Voilà. Ce débat ou cette conférence est bien chose. Et durant vos émissions, vous avez soulevé certaines choses qui sont intéressantes. Je m'adresse aux chargés de l'environnement. Les lois sont établies et la population est là. Il y a maintenant le problème de la praticabilité de cette loi. D'une part, de la population s'est débrouillée, il rassemble la santé. Il rassemble tout ça. Maintenant, comme il marque que là où il est jeté, il jette là où il est. Et le gouvernement, avec tout ce qu'il a établi comme loi, pourquoi il n'y a pas la praticabilité de ces lois? Quand tu fais un problème, tu commets un problème, il faut qu'on agisse. Donc il y a une partie de défaillance de ces gens qui doivent appliquer ces lois. Alors, dans ces cas, que faut-il faire? Faut-il condamner la population? Voilà, merci pour votre question. Je vais prendre l'intervention ici de représentant du chef des quartiers de Vigo. Voilà, vous aviez la parole. Oui. Et en principe, je demanderai à la salle vraiment de prendre ce débat au sérieux parce que pour vous, au niveau du quartier, c'est un défi majeur. Effectivement. Parmi tant d'autres. Alors, si nous allons prendre le soir, rester toujours dans les textes, et puis nager toujours dans les textes, sur la population ne voit pas l'impact vraiment visible, ça serait une chose, ça serait vraiment une chose sans pareil. Ceci dit, si au GIT, il y a des lois pour ça, je vous donne l'exemple de ça parce que le jour où j'ai été désigné comme chef de quartier, je dis une population, une maman m'a fait appeler secrètement pour dire que vous êtes désigné chef de quartier, tu vas faire tout pour remplacer les taux de dollars. Ça suffit que la population n'est pas sensibilisée. Nous devons prendre cette question vraiment à main. Oui. Alors, n'oublions pas que cette émission, donc le sujet, c'est également les actions à entreprendre. Vous êtes une autorité à votre, je vais dire, à votre niveau également. Nous serons très enchantés d'entendre de vous les initiatives qui viennent du quartier, par exemple Vigo, dans le cadre de la sélection. Oui. Voilà. Peut-être que nous allons y revenir, mais permettez d'abord que le panéliste puisse répondre aux questions de quelques invités. Merci. Quel est l'organe qui met la police de l'environnement? Moi, je pense que. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez par la police de l'environnement d'abord. Puisque la compréhension que moi de la police de l'environnement, c'est cette façon-là de rechercher et de constater les infractions liées à la violation des lois environnementales. Et il y a un ministère dénommé ministère de l'Environnement et de l'Environnement durable qui est dirigé par un ministre à la personne de Mme Eva Zaïba. Et au niveau de chaque province,
il y a la coordination provinciale de l'environnement qui est dirigée par un coordinateur provincial de l'environnement avec les chefs de bureau. Au niveau des territoires, il y a un superviseur de l'environnement à chaque territoire. Et nous, jusqu'au niveau des chefferies sur terre, il y a un superviseur de chefferie avec les agents. Donc l'environnement, cette police existe jusqu'au village. Pour répondre aux produits périmés, ce n'est pas le sujet du jour, mais je peux vous dire que l'OCC a le mandat de vérifier au niveau des frontières à l'entrée. Mais lorsque les produits se retrouvent dans les alimentations, dans les petits kiosques qui se trouvent ici, dans les avenues, ça ce n'est pas le travail de l'OCC. Ça c'est maintenant la loi donne en collaboration avec la santé. Puisque la population ne connaît pas, par exemple, je prends l'exemple d'une bouteille de Fanta. Si quelqu'un a acheté cette bouteille de Fanta, la population n'a que l'instinct d'ouvrir et prendre ça. Or, il faut voir d'abord la date d'extraction. Est-ce que ce n'est pas périmé, ainsi de suite. Et là, l'État nous donne le mandat de vérifier ça. Si c'est propre à la consommation, on laisse. Mais si c'est impropre, on a le devoir de le retirer du marché et de le détruire. Bien, mais justement, vous avez dit que vous, personnellement, vous êtes également OPJ en compétences restreintes. Et quand on parle de cette police-là dans l'environnement, il y a bien la question qui se pose, pourquoi avec toutes ces structures de l'environnement que vous êtes, vous avez même dit que vous avez des représentations aussi devant les chefferies. Oui. Comment se fait-il que dans la communauté, on remarque que la question de l'assainissement n'avance pas? Donc il y a des tas de déchets dans la communauté. Pourquoi il n'y a pas des actions qui vont dans ce sens-là? Voilà, très bonne question. C'est d'ailleurs la troisième question qui parle de la praticabilité de la loi. Je dis que s'il y a des déchets qui pilent gauche et droite, la responsabilité est partagée. Et là, j'insiste d'abord. Pourquoi je dis ça? Nous avons la ville de Bunia qui a une population qui continue à accroître, d'ailleurs en pas de géant, puisque la population qui était à l'an 2000 n'est pas la même avec cette population d'aujourd'hui et elle ne sera pas la même à 2030. Donc il y a un accroissement à pas de géant. Alors, la question qui se pose est celle-ci. Lorsque les déchets sont produits dans les ménages, je vous lis un article ici qui dit ceci. L'article ici dit ceci, ça c'est l'article 58. Les corridors l'avaient déjà mentionné, je cite les États. L'article 58 de la loi numéro 11 dit ceci. Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui produit ou détient des déchets domestiques, industriels, artisanaux, biomédicaux ou pharmaceutiques est tenu d'en assurer la gestion. Puisque les gens croient que la gestion des déchets, c'est non. La responsabilité, elle est partagée. L'État ne viendra pas balayer ta chambre. L'État ne viendra pas balayer ton salon, ta cour. Non. Mais l'État peut récolter les déchets que vous avez mis dans un sac à déchets, vous les avez entreposés devant votre portail. Et s'il y a un service au niveau de la mairie, comme ville propre, peut venir collecter ces déchets-là et les ramener dans un site d'élimination. Ça signifie que la première responsabilité, c'est à nous les producteurs, à partir des ménages. On doit bien gérer nos déchets à partir des maisons et les mettre dans des sacs à déchets ou dans un trou toxique. Maintenant, la responsabilité de l'État. L'État, à travers maintenant, comme ici c'est la ville, ça c'est la mairie. La mairie perçoit des taxes. Il doit maintenant nous montrer là où on peut gérer les déchets. Et là, c'est au niveau de la ville de Bunia, au niveau de chaque quartier. On doit maintenant avoir un service spécialisé pour le collectage de ces déchets, les transporter vers les lieux d'élimination finale. Et à ce que je sache, moi, en ville de Bunia, on devrait avoir au moins 4 endroits pour éliminer les déchets. Notamment, l'Est, ça c'est vers Sévillako, pour les gens de ces côtés-là. L'Ouest vers Kéré, vers la terre l'Ouest et vers l'Engaro ou derrière. Là, ça pouvait aider les gens à pouvoir se débarrasser de leurs déchets. C'est comme ça que j'ai dit, lorsque nous produisons des déchets et que nous les mettons dans des sacs, nous donnons à un taximan, au triporteur, pour les enlever où?
C'est ça la question. Et je croyais qu'un chef de quartier devait nous répondre, mais malheureusement, peut-être que la réponse va venir par après. Je pense que nous, on n'a pas les emplois pour vous indiquer, mais les gens qui gèrent les sols, les sous-sols, les autorités politico-administratives, comme je l'ai dit, les pouvoirs centraux, les gouvernements provinciaux et les entités administratives décentralisées, comme ils ont les moyens, ils ont le budget, ils peuvent nous montrer là où on peut gérer, là où on peut mettre ces déchets. La société civile, si j'ai placé également un mot, c'est sur le coup. Après, on découvre Je pense que l'auditeur avait pleinement raison. Et je l'appuie encore en disant que l'environnement, vous ne pouvez pas vous cacher, c'est vous qui représentez l'État. Je ne sais pas si vous voulez nous renvoyer vers quel État. C'est vous, l'État, est spécialiste en matière de l'environnement et la gestion des questions d'eau. C'est vous. Si vous dites qu'il faut l'État, mais pour moi, l'État, c'est toi. Il ne faut pas vraiment vous cacher. Je voulais dire qu'on constate effectivement que la police de l'environnement est faite pour contrôler les infractions seulement dans les boutiques, seulement dans les magasins. Et les infractions environnementales sont seulement commises dans des boutiques et des magasins. Je crois non. Alors la police doit avoir, l'auditeur avait raison, qu'on puisse étendre sa mission. Si la mission est réduite à des boutiques et à des magasins, qu'on puisse lui donner un large champ d'action pour arriver à atteindre tout le monde. Donc pas seulement se limiter dans des boutiques. Mais où est-ce que les gens vont aller jeter les déchets? Moi, je donne un exemple que j'ai vécu ce matin. Je sors de chez moi à la maison, je retrouve sur la route, on a jeté tous les déchets qui étaient dans les terrassés de l'autre côté chez les voisins. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait ici? Est-ce que vraiment, c'est ça ce qu'on appelle salongo? Parce que là, je voulais souligner, à ce que nous appelons les salongo, malheureusement, on ramène tous les déchets dans les rues. Et ça, c'est pour les chefs de quartier, vous devez veiller sur cela. La rue, c'est aussi une propriété de l'État. On ne peut pas amener les déchets dans la rue. Là, on n'a rien fait. Donc, vous devez nous aider vraiment comme service, comme l'État, parce que les infractions, vous n'allez pas les établir si on n'a pas où aller amener ces déchets. Comment vous allez me taxer d'avoir commis une infraction? Merci, ingénieur. Nous allons prendre une intervention de ce côté sur le micro. Et après, nous allons prendre monsieur ici. Et ensuite, nous allons prendre Bill, propre service, avant de revenir au chef de quartier. Je veux dire que Bill propre n'est pas les services de l'État, c'est une origine. On va y arriver. Il est là, il pourra prendre la parole et en parler. Merci. Oui, allez-y. Merci pour m'accorder la parole. Je réponds au nom de Joël Kagirabo. Merci. Je suis chef de travaux doctorat environnementaliste et enseignant ici à l'Université Charles de Gaulle. Je voulais féliciter l'équipe qui a organisé cette émission de débat sur la question environnementale des déchets, parce que ça nous préoccupe tous. Je voudrais également féliciter les intervenants qui ont présenté de très bonnes présentations. Nous présentons un peu la problématisation de la question des déchets chez nous en Corée de l'Itourie et à Ville de Goma. Je le dis aujourd'hui, on parle même des problèmes de la contamination, de la pollution avec les microplastiques. Vous avez, je pense, bien suivi la journée mondiale de l'environnement, on a beaucoup plus parlé des plastiques. Et puis, il y a cette préoccupation-là, même si au niveau du lac Albert, moi j'étais là, j'ai constaté que les poissons, comment déjà, les écosystèmes aquatiques que nous utilisons pour notre alimentation consomment d'une manière ou d'une autre les microplastiques qui peuvent poser des problèmes de santé à la langue. Mais ma question, je ne sais pas adresser à qui. Je pourrais l'adresser au responsable de l'État congolais qui est mon collègue, qui a fini avec moi ici à l'Environnement Shalom. Je le remercie pour nous, c'est aussi une occasion. Mais je voudrais poser à tout le monde, les coordonnateurs, professeurs de l'environnement, les collègues
de l'ONG. Ma question, est-ce que cette question problématisée sur les déchets, il y a un soubassement des leçons que nous apprenons pour que nous puissions maintenant chiffrer sur des pistes de solutions. Pour moi, je me dis, les déchets que nous produisons chez nous n'est pas un problème si grave pour le point. Parce que les Congolais consomment moins, ça veut dire qu'ils produisent moins aussi des déchets. Et si nous produisons moins les déchets, nous avons la possibilité de résoudre localement cette question des déchets. Qu'est-ce que nous avons comme leçon apprises? Quelle piste de solution mettre en place? Prioritaire, par exemple, nous commençons par ça, parce qu'on ne va pas prendre toutes les solutions à la fois. Il faudra commencer par une solution qui est plus facile et puis aller vers la autre. Merci beaucoup pour votre préoccupation. Ici, je rappelle, c'est le président du conseil communal de jeunes de la commune de Chari. Voilà. Merci beaucoup. Je tiens à saluer les débats. Veuillez être un peu bref, puisque nous évoluons vraiment vers la fin de l'entretien. Merci beaucoup. Et je voulais tout simplement saluer d'abord l'initiative de créer une police en place pour faire les suivis. Mais j'ai l'expérience dans mon quartier, dans mon avenir où je vis. J'ai déjà arrêté plus de 5 fois la population qui jette les déchets ménagers, mais aussi industriels, dans la rivière Ngezi. Je les ramène au niveau de la police, au niveau de la proximité, mais je les dépose maintenant. Après 10 minutes, ils sont relâchés. Alors, aujourd'hui, si on fait même le tour avec vous, vous allez voir les Jastons importeurs qui ramassent des déchets ici pour aller jeter ça là-bas vers papier. Mais je crois que c'est sous l'œil de l'État congolais. Sous l'œil de l'État congolais. Alors, ma question était de savoir, est-ce que la police que vous voulez mettre en place, est-ce que la police va pas arrêter l'État congolais? Parce que c'est l'État congolais qui autorise d'aller jeter ça là-bas. Merci pour la question. Du propre service. Bonjour l'auditoire. Bonjour. Oui, ici c'est M. Marc Dieudonné. Je représente une organisation qui est propre service. Je remercie les initiateurs ou les initiateurs de cette activité. Mais je ne vais pas traîner. Je vais juste donner la proposition, une recommandation, et puis faire un petit constat à cette recommandation. Le constat, c'est quoi? Dans tout ce qui s'est dit ici, j'ai retenu la défaillance. La clé du développement, c'est l'électricité. Parce que comme si la Constitution ou la loi a confié à notre service l'environnement, n'est-ce pas, un pouvoir. Ce pouvoir, c'est quoi? Ce pouvoir, j'ai ici, c'est de faire respecter, n'est-ce pas, les textes réglementaires. Et je voulais directement appuyer le président. C'est pour dire que non, l'environnement devait faire pression, par exemple, sur la mairie. Parce que la loi a copié au service de l'environnement, n'est-ce pas, de sanctionner, de rechercher les infractions. Et la première recherche devait s'appliquer sur les entités qui ont les actes générateurs de recettes. Et ces entités qui ont les taxes, qui ont les budgets, c'est à travers de la mairie, ce sont les communes. Et on ne doit pas écarter aussi la province, parce que la province aussi perçoit des taxes, qu'on appelle taxes pollution, tabou, on appelle tabou. Et l'environnement là, c'est l'environnement d'ailleurs qui récolte les fonds sur terre, il l'emmène à la DGPI. Alors, est-ce qu'il y a le retour? Est-ce qu'il y a la délévabilité? Donc, la défaillance au niveau de l'environnement, soit il fait beaucoup plus alors. Merci beaucoup pour la question. J'ai accueilli. Regardez, par exemple, qui gérons les déchets, la question doit se poser. Où est-ce que nous enverrons les déchets? Peut-être que l'auditoire peut dire, mais ici, c'est du problème. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de décharge. Je vous rassure ici, je confirme que, même si les zones n'en parlent pas, mais nous, les services d'évacuation des déchets, personnellement, notre organisation a un site de décharge. Et le site est situé où? Ce site est situé à Chiango là-bas.
Et à quoi? Non, attendez. Ce site est aussi déjà autorisé par les services compétents à être utilisés. Parce qu'on ne va pas chercher seulement un site et commencer à l'exploiter. L'Agence congolaise de l'environnement, qui est en salle ici, a déjà visité ce site. Les experts en environnement ont déjà apprécié le site. Le service de l'environnement qui est notre représentant a déjà visité le site. Donc, nous, vous savez, les déchets, nous sommes les meilleurs. Ça va? Alors, les déchets, on va l'amener là-bas. Et pour les recommander au service de l'environnement, il a été formulé des lettres maintenant d'explication aux autorités qui ont cette addition d'arrêt. Merci beaucoup, Bill, pour vos services. Nous passons la parole au représentant du chef de quartier de Déco. Oui. Il est vrai que les scientifiques disent la science est cumulative. Ils ont raison. Si les services qui aussi allaient s'apprêter à faire, ça pourrait être aussi une bonne chose. Environnement, votre écrit d'alarme d'abord, ça pourrait nous aider. Vous êtes vraiment resté dans les textes. Ça, c'est vraiment petit. Alors, j'ai vraiment une proposition. Toujours avec les secrétaires de l'environnement. Tolérance, s'il vous plaît. Oui, moi, j'ai fait comme un lycée un projet selon la nature du déchet. Ça pourrait vous aider. Merci. Alors, je disais tantôt que nous serions à chanter ce n'importe de votre part s'il y a des initiatives d'assainissement dans votre quartier, par exemple. Oui, les initiatives également, sauf que nous sommes vraiment inquiétés par certains services. Vous pouvez les faire dans la loi, comme vous le dites, appropriez-vous des déchets. Demain matin, vous allez vous réveiller, le cadastre peut aussi amonceler cette partie-là, et on construit la maison. Là, ça devient le cas difficile. C'est ça, c'est ça seulement. On peut faire tout, mais en tout cas, ça ne tient pas parce que les services sont là. Les services sont derrière les espaces là pour réfléchir, je ne sais pas quoi. Alors, vous comprenez les. Alors, nous ramenons la parole ici devant, notamment M. Justin, plusieurs préoccupations qui sont revenues vers vous. Pouvez-vous nous apporter vos éléments de réponse avant que l'on revienne également au niveau de M. John et aussi la société civile? Merci beaucoup. Je pense que c'est intéressant. Vous savez, je vous donne raison, puisque dans un pays où l'environnement est bien protégé, on voit que tout marche bien. Mais je précise ici que peut-être que vous ne comprenez pas comment l'État congolais est organisé. Nous, les ministères de l'environnement, nous avons ces limites. Voyez-vous? Donc, chaque ministère a ses attributions. Et ici, je voulais répondre d'abord par rapport à ce qui nous concerne. Qu'est-ce que nous faisons comme activité? Nous, à ministère de l'environnement, c'est très important. Et je peux vous dire beaucoup de confusion. La première activité que nous menons, c'est la vulgarisation des lois et l'éducation à l'environnement. Donc, nous sommes appelés à mettre à la portée de la population graphique les textes légaux et réglementaires qui régissent le secteur de l'environnement. En dehors de ce que voilà, en dehors de ce que nous sommes en train de faire ici. La deuxième activité, nous avons aussi ce que nous appelons la maximisation des services. C'est ce que le contrôle de la société civile veut le dire ici. Ne soyez pas étonnés que vous allez voir bien en charge de l'environnement dans votre pharmacie, dans votre alimentation, dans votre activité. La loi nous autorise cette activité-là d'aller récolter des taxes. Et nous avons 3 taxes que nous percevons au sein des installations placées au niveau de la forêt. Notamment la taxe d'implantation, la taxe rémunératoire annuelle, la taxe de pollution, et ensuite, il y a les amendes et les services supplémentaires. Je cite ici, par exemple, pour ce qui concerne le ministère de l'Environnement. Je vous rappelle que le ministère de l'Environnement n'existait pas. C'est après le sommet de la Terre qui a eu à Stockholm, ensuite, en 1972, que le monde s'est mis ensemble autour des questions environnementales, et à l'issue de ces sommets-là, 3 ans après, chez nous, en 1975, on a créé l'environnement. Et à l'époque, on appelait ça les départements. C'était le département de l'environnement, conservation de la nature et tourisme. On a repris certaines attributions. S'il vous plaît, pas de débat parallèle.
on a récupéré certaines attributions qui étaient au ministère de l'Agriculture, des pêches et l'élevage, à l'industrie, à la santé, et on a formé le ministère de l'Agriculture. Et depuis lors, lorsqu'on a créé l'environnement, ce n'était pas bien sûr pour maximiser les recettes. Et moi, je n'ai pas de problème à environnementaliste. C'était pour résoudre les problèmes de pollution, les problèmes des déchets, les problèmes de la déforestation, des changements climatiques, et j'avance. Ça, c'était vrai. Puisque les vrais problèmes de l'environnement, c'est d'abord de rendre le milieu sain et propice pour un bon bien-être. C'est ça d'abord. Et si le milieu n'est pas bien enseigné, si on peut maximiser les recettes pour un environnementaliste, je ne sais pas si on aurait fait le bon travail. Moi, je pense qu'on doit commencer par rendre le milieu sain et maximiser les recettes. Alors, qu'est-ce qui fait que maintenant, nos milieux ne sont pas bien enseignés? Et c'est là où je vais venir. J'ai mis des dispositions de la loi, l'article 71. Nous n'avons que le rôle de pouvoir constater et rechercher les infractions. Lorsque nous constatons et nous recherchons les infractions, nous amenons ces dossiers-là aux officiers du ministère public, qui sont les magistrats. Et je vous dis par exemple que si moi et non juge, je transmets mon dossier à un magistrat, je n'ai pas encore le pouvoir d'aller demander au magistrat pourquoi tu as libéré ces dossiers. Je n'ai pas. Donc je suis dessaisi de ce dossier. Et c'est au magistrat de pouvoir continuer avec les enquêtes, soit il peut laisser le huissier en payer les amendes, et s'il trouve que le huissier n'a pas de faute, il peut l'innocenter, il reste, ou alors il peut déférer le huissier devant les cours des tribunaux pour qu'il soit jugé et condamné. C'est la question que moi je me suis dit aussi, est-ce qu'on a eu déjà des condamnations par rapport aux gens qui pourraient l'environnement? S'il y en a eu, c'est une bonne chose. Mais je reviens encore pour vous dire que ces pays que vous voyez, dont l'environnement est propre, ce sont des pays où on condamne les gens en prison. Mais chez nous, nous sommes habitués aux amendes. Et c'est dans la plupart des cas, c'est là qui ont de l'argent, ils quittent facilement les juridictions, et ce sont les faibles qui sont en prison. Et même si on mettait les services pénales à l'application, et ça c'est le cours de tribunaux, ça ce n'est pas nous. Puisque vous pouvez dire que nous ne faisons pas le travail, mais nous, à notre niveau, nous constatons et nous recherchons les infractions et nous les transmettons à qui de droit. Et si ces gens-là ne sont pas condamnés, ne sont pas finis, peut-être il fallait qu'on évite les cours de tribunaux ici, les juges ou les magistrats pour dilater ce dossier. Il y avait également une autre préoccupation qui va un peu dans ce sens, l'an posé notamment, est-ce qu'on fait étendre la mission des agents de service de l'environnement qui passent dans le boutique? Très souvent, on le voit, ils sont vraiment présents. Mais dans le ménage, on ne sent pas vraiment cette implication. Est-ce qu'on fait étendre cette mission? Oui, ça c'est vrai. Et je pense que ça doit s'harmoniser avec les entités administratives décentralisées. Ouais, par exemple, pour aller dans un quartier X, je vois les quartiers X au matin, les agents de l'environnement ne peuvent pas aller là-bas. On doit harmoniser d'abord avec la mairie, et la mairie peut instruire les bourgmestres des communes. Les bourgmestres des communes enlèvent tout, instruisent maintenant les chefs des quartiers respectifs de leur pays. Et ensemble, on peut organiser cette activité-là de visite parcellaire, où on peut voir est-ce qu'il y a les toilettes, il y a les ordures, il y a les dispositifs pour la gestion des déchets, patati patata. Donc c'est comme ça que la loi de l'environnement insiste dit l'État, la province et les entités administratives décentralisées. Voyez-vous? Et nous sommes incorporés là-bas. Au niveau de l'État, nous sommes là. Au niveau de la province, nous sommes ici. Mais au niveau des entités administratives décentralisées, comme je l'ai dit jusqu'au chef, nous sommes là. Donc cette activité doit se faire en collaboration avec ces autorités-là que j'appelle les autorités politico-administratives. Monsieur Justin merci pour ces lettres. Je voulais juste pour répondre à la question que M. disait, l'État autorise aux personnes d'aller jeter des déchets n'importe où. Ça c'est faux. Je pense que l'État n'a jamais autorisé quelqu'un
sécurité et action en traitement. C'était les thèmes de cette émission publique. Fidèles spectateurs, nous évoluons vraiment vers la fin de ces numéros, mais il y a quand même l'objectif de l'émission qui reste en évidence, action en traitement. Est-ce que nous sommes arrivés à cet objectif-là, M. John Toyi? Vous êtes un acteur de l'environnement de longues années, vous avez des propositions à soumettre à l'auditoire. Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, c'était une préoccupation par rapport aux collègues, mais je ne dois pas donner tout parce que la liste est exhaustive. Je dois seulement proposer cette action, notamment par exemple la gestion rationnelle des déchets. C'est là peut-être pour une explicité, c'est mettre en place des systèmes de collecte, de transformation et de valorisation tels que le compostage et ainsi de suite. Ça c'est la gestion rationnelle des déchets. Mais soyez pratique dans les ménages, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, par exemple, si ce sont des déchets biodégradables, on peut procéder à des compostages. Et si ce sont des déchets, c'est-à-dire transformation des déchets, valoriser ces déchets à un autre produit qu'on peut encore réutiliser tel que l'engrais bio. Voilà. Donc transformer les déchets biodégradables qui peuvent se dégrader en engrais pour, soit ça peut même devenir une activité génératrice pour le vendre aux agriculteurs. Voilà. Et deuxièmement, c'est passé aussi à l'éducation et aussi à la sensibilisation. Parce que tout provient du mental. Il faut aider les communautés, les producteurs, les consommateurs à la mentalité, à cette gestion rationnelle. Ça, c'est la sensibilisation et l'éducation. Et aussi, il faut, troisièmement, il faut mettre des mesures de surveillance et de contrôle. Et là, je profite de répondre à la préoccupation qui peut savoir est-ce que cette police fera partie de l'État congolais? J'ai dit oui, mais ça doit être une police spécialisée. Une police qui doit être formée juste pour la matière. C'est comme une police qui est chargée de chercher des violences basées sur les chats. Alors ça ne doit pas être une police qui est là juste pour la régulation routière et pour amener les infractions par rapport à la pollution de l'environnement. Lui ne sait rien, il suffit qu'on lui donne un peu, ça va bloquer. Tu vois. Mais s'il y a une police spécialisée qui doit être formée, cadrée et appuyée, cet appui comme l'appui financier, matériel pour collecter les déchets, pour accompagner les entreprises, les services de collecte, c'est cette police qui va accompagner tous ces services. À part l'éducation, oui, je voulais aussi parler, il y a aussi, excusez un peu, et le partenariat et la collaboration. Par exemple, c'est le service de l'environnement qui doit collaborer étroitement en partageant par exemple des rapports mensuels, trimestriels ou même annuels avec la mairie si ce qu'ils trouvent sur le terrain par rapport aux infractions à ce qui concerne la gestion des déchets. Et cette collaboration peut maintenant leur pousser à mettre maintenant des mécanismes de plan de gestion des déchets dans la ville de Boulou. En tant qu'expert environnement, l'État déjà collabore avec la mairie qui est aussi l'État et ensemble ils peuvent mettre maintenant un plan de gestion nationale de ces déchets. Et c'est surtout ce qui manque. Et à part, il y a aussi les incitations financières. C'est-à-dire qu'ils doivent aussi mettre des mécanismes pour toucher quel partenaire financier de l'État à Nitour, une organisation internationale par exemple, qui a un paquet pour la gestion de l'environnement. Alors dès qu'ils trouvent ce partenaire, ils peuvent aller maintenant déposer un plan de gestion rationnelle des déchets et ce partenaire va livrer. Ça c'est l'incitation financière. Alors, la dernière fois qu'on parle déjà de rivières, de cours d'eau, c'est aussi créer des zones tampons. C'est à partir des paquets financiers qui existent qu'on peut créer maintenant des zones tampons, c'est-à-dire reboiser les berges avec des plantes hydrophiles, telles que le papyrus, les roseaux, les bambous, qui vont servir maintenant comme des filtres. Quand il y a des macro-déchets qui proviennent des ménages pour polluer les rivières, ils sont là comme
pour tamiser les déchets restent, mais l'eau de pluie s'en va vers la rivière. C'est ça ce que je voulais proposer. Merci. Monsieur Biantoli, merci pour cette intervention. Ingénieur de l'OSTA, c'est peut-être votre dernière prise de parole. Oui, merci. Mes collègues, Joël n'est pas là. Il a dit qu'il y a plusieurs déchets. Dans la question de la gestion, nous voulons commencer par lequel pour aller terminer ou qu'est-ce qu'il faut faire d'une manière prioritaire. J'aimerais dire tout simplement, d'abord parler des déchets ménagers, sont des pas dans l'eau. Mais d'une manière générale, les déchets restent des déchets. La meilleure façon, la meilleure technique dans la gestion des déchets à ce moment, c'est de trier les déchets. Le tri qui consiste à séparer les déchets selon leur catégorie. Je voulais aussi saluer l'effort de Villepropre qui est une ONG qui se démène pour avoir quand même son dépotoir. Et jusqu'à la preuve du contraire, il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas de dépotoir que l'État a installé dans les communes ou dans les quartiers. Alors que les déchets ne se limitent pas à la décharge au niveau des dépotoirs. À partir de là, les déchets doivent être recyclés. C'est l'étape qui n'a pas encore réglé ici. Je voulais aussi racheter ce qu'a donne. Tout ce qui est faisable à nous, pour nous, la population, c'est le recyclage des déchets organiques. Ce sont des déchets biodégradables seulement que nous sommes en mesure de recycler. Mais encore, ce n'est pas fait. Ça ne se fait pas même à notre niveau parce qu'on ne sait pas où le vendre. S'il faut, parce que c'est un travail. Par rapport à la police de l'environnement, elle existe. Le gouvernement déjà prévu ça existe. Sauf qu'ils ont dévié leur mission. Ils sont restés dans les boutiques pour percevoir de l'argent. Pour eux, les infractions, c'est recherche des infractions à la boutique, au magasin, auprès des usines où il y a l'argent. Là, ils vont percevoir l'argent et c'est fini là-bas. Alors qu'il y a tant d'infractions environnementales qu'ils sont censés identifier et référer au niveau de la justice. Donc, je crois que c'est ce que la police environnementale doit faire. Et c'est une recommandation à l'environnement d'instruire cette police à faire correctement son travail. Oui, John a parlé d'une unité de surveillance. Oui, mais c'est ça la mission de la police à question. C'est ça ce qu'elle est censée faire. Et je ne crois pas que la police, l'environnement n'a pas l'argent, le gouvernement congolais a l'argent, le secteur environnemental a l'argent. Donc ici, on ne peut même pas se plaindre si réellement on travaille correctement. Et en plus, au niveau de la ville, il y a une brigade que la mairie a mise en place. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle aussi est concentrée sur la rue, sur les artères asphaltées, c'est tout. En dehors de ça, partout il n'y a pas de déchets. Vous comprenez, non? Cette brigade-là est concentrée sérieusement sur l'artère asphaltée. En dehors de ça, là où on n'a pas asphalté, il n'y a pas de déchets. Donc là où on n'a pas asphalté, ça peut constituer une poubelle. Je crois non. Chacun doit faire son travail correctement. C'est ça la question importante. Mais aussi nous comme population. C'est notre faute aussi. Voilà. Notre faute. Parce que si nous révisons la loi numéro 11 009 du 9 juillet 2011, il est dit à son article 46 que nous avons, en dehors de vivre dans de bonnes conditions, nous avons l'obligation, le devoir de défendre. Est-ce que nous prenons une fois l'occasion de dire cette fois-ci, si on n'a pas de poubelles publiques, les chefs de quartier qui nous donnent les poubelles publiques. Si toute la population du quartier allait chez le chef va aller chez le bourgmestre. Le bourgmestre va monter auprès du maire. Le maire va rapidement aller chez le gouverneur. Et la solution sera trouvée. Mais nous, la population, nous contactons de cette situation-là. Donc la part des responsabilités nous revient aussi. Nous devons quitter de cet état de léthargie et chercher à réclamer
et ce qui est de notre vie. Merci beaucoup, Monseigneur de l'État, pour cette intervention des interventions vraiment qui vont vers la fermeture ou la clôture même de cette émission publique. Monsieur Justin Boéga, je vous passe également la dernière parole, un dernier message, avant de venir donner la parole au porte-parole des étudiants de l'ISP qui est avec nous ici et le directeur de la radio Canal Révélation également qui est là. Ça sera justement dans le parti de finition. Voilà, vous avez quelques poussières de secondes pour passer un dernier message. Merci beaucoup. Ici, je voulais profiter pour rappeler quelques principes fondamentaux et universels de l'environnement. C'est très important pour nous. Il y en a presque 6. Le premier, c'est le principe de développement durable. Ça signifie que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour nous-mêmes et aussi pour les générations futures. Le second principe, s'il vous plaît, c'est très important si vous pouvez suivre. Je disais que le premier principe, c'est le principe du développement durable. Tout ce que nous posons aujourd'hui, on doit le faire pour que ça n'affecte pas le bien-être des générations futures. Le second principe, c'est le principe de formation, d'information et de participation du public au processus de prise de décision en matière de l'environnement. Ça, je vous informe. Vous avez le droit de formation et de participation au processus de prise de décision. Le troisième principe, c'est le principe d'action préventive et de correction. En environnement, on doit tout prévenir. On ne doit pas attendre les conséquences. Le quatrième principe, c'est le principe de précaution. On doit prendre des précautions par rapport à certaines choses. L'autre principe, c'est le principe pollueur-payeur. Celui qui pollue doit réparer. Il doit réparer. Il en est responsable. Nous avons l'autre principe, c'est le principe de coopération entre l'État en matière de l'environnement. Donc, par exemple, pour ce qui concerne la mer, la RDC doit collaborer avec les accompagnants. Et le dernier principe, c'est le principe d'intégration. Alors ici, je voulais rappeler ceci. Comme nous l'avons dit, chaque personne a droit à un environnement sain et propice. Ça, c'est notre droit, c'est notre droit. Ça, c'est tout le monde. Même ces villageois qui font du village, là, c'est toi. L'autre principe que je voulais vous rappeler, ça signifie que c'est l'article 6 qui dit ceci: l'État, la province et l'entité territoriale décentralisée doivent prendre les impératifs de protection de l'environnement et du bien-être de la population locale. C'est impossible qu'on puisse l'autorité sans pour autant qu'on puisse prévoir là où on doit jeter les déchets et 10 ans après, déjà commence à se réunir, comme c'est le cas ici, pour commencer à réfléchir. Je pense que dès le début, lorsqu'on fait l'aménagement du territoire, on doit mettre ça dans le plan d'aménagement. On doit indiquer à la population là où il faut aller jeter les déchets. Voilà. Je voulais rappeler aussi l'aspect de la gestion. Ça, c'est nous l'État, la province, l'entité territoriale décentralisée s'assure de la gestion rationnelle des déchets de manière à préserver la qualité de l'environnement et de la santé. Alors, quelles sont maintenant les recommandations que nous, comme service, on peut formuler pour ce qui concerne la gestion des déchets ménagers qui continuent à polluer nos rivières? Aux ménagers que nous sommes, puisque chacun a un ménage ici, nous proposons les tri sélectifs des déchets. Ça signifie qu'à partir des ménages, vous devrez avoir 3 sacs. Il y a les sacs de 1000 francs, ça ne coûte rien. Sac de 1000 francs. Un sac, vous pouvez mettre ça en couleur verte. Là, mettez tout ce qui est biodégradable, les déchets organiques, les épluchures de manioc, du sommet, tout ça, mettez là dedans. L'autre sac, mettez les matières plastiques, tout ce qui est plastique, vous les mettez dedans. Et l'autre sac, mettez tout ce qui est comme déchets dangereux. Pourquoi nous préconisons ça? Puisque lorsqu'on met les déchets ensemble, allez voir même dans votre propre poubelle, lorsque tu as mis les déchets, les sachets, les métaux assemblés, lorsque tu veux faire un salon, ça c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais si on sait déjà séparer ça à partir de la source de production, ça nous aide, même à l'élimination. Alors lorsque vous avez 3 sacs à déchets, l'un pour les déchets biodégradables, l'autre pour les matières plastiques et l'autre pour les déchets dangereux, ça
ça vous aide d'abord vous-même en partie des ménages, mais aussi ça va aider les services qui seront habilités de collecter ces déchets-là. Alors, pour ce qui concerne les eaux usées, puisqu'ici nous parlons seulement des déchets solides, mais il y a aussi les eaux usées qui proviennent des non-ménages. Les eaux de lessive, là, tout ça, des toilettes. On les amène où? Moi, j'ai vu même les eaux de l'hôtel traverser la route, les urines, les eaux de douche. Ça, c'est des communs, c'est des salibres. Donc, on devrait avoir des drainages pour canaliser les eaux usées, mais dans des villes appropriées, on fait ce qu'on appelle l'écoutage, les gros tuyaux là, qui collectent tous les eaux, donc toutes les eaux usées, et ces eaux usées là, on ne les ramène pas dans les rivières. On les ramène d'abord dans les sites d'éducation. Donc il y a des centres de traitement de ces eaux usées, on doit traiter ces eaux-là avant de les retourner dans les rivières. Mais chez nous, toutes les eaux usées sont orientées vers les rivières. Mais il y a des usines là qui nous fabriquent des vins, des boissons. Ces usines, dans la plupart des cas, sont installées à proximité des rivières. Pourquoi? Puisque les usines utilisent beaucoup d'eau, mais aussi pour se débarrasser des eaux usées dans les rivières. Et là, ça pose des sérieux problèmes. Maintenant, pour ce qui concerne la mairie, il faut avoir une brigade d'assainissement. Cette brigade-là, c'est ce que les autres appellent la police de la commune. Ici, comme il s'agit de l'assainissement, il faut avoir une brigade d'assainissement. Le travail de cette brigade-là, ça c'est la voie. D'abord, c'est l'éducation environnementale et sanitaire. Cette brigade doit faire à la population les dangers des déchets sur l'environnement et sur la santé. Cette brigade aura le travail de collecter, de ramasser tous ces sacs à déchets-là devant les parcelles déjà. Et cette brigade doit avoir les moyens de transport pour transporter ces déchets-là et les ramener au site de l'élimination finale. Et après l'élimination finale, là où il y a l'élimination finale, c'est ce que nous appelons les sites de traitement des déchets. Là, on peut soit, par exemple, faire l'enfouissement. L'enfouissement, c'est justement ces déchets biodégradables qu'on doit enfouir dans les sols. On presse les sols et on met ces déchets-là. Ces déchets-là peuvent se décomposer et les jardiniers, les agronomes, c'est l'agriculture peuvent acheter ça pour fertiliser le sol. Après l'enfouissement, il y a l'incinération. Ce qui peut être incinérable, on peut l'incinérer. Après l'incinération, il y a par exemple la réutilisation. Si vous allez au marché des composts, vous allez voir avec moi qu'il y a des bouteilles d'eau, des bouteilles de Fanta que nous consommons, que ces mamans-là revendent encore là. Ça, c'est la réutilisation. La même chose pour ceux-là qui prennent les bières, par exemple. Si vous allez acheter la bière, on vous demande un vidage. Ça, c'est la réutilisation. Donc, la même bouteille est réutilisée plusieurs fois. Et là, ça nous aide aussi dans le cadre de l'environnement. Je prends l'exemple aussi pour les ferrailles, par exemple. Actuellement, comme il y a des entreprises qui achètent tout ce qui est métal, vous allez voir dans nos poubelles, il n'y a pas assez de métaux. Puisque les enfants sillonnent toute la journée pour ramasser tout ce qui est boîte de conserve, boîte de tomates, et on part peser ça, les kilos c'est environ 500 grammes. Et ça nous aide dans le cadre de l'assainissement, ça fait que dans les milliers, il n'y a pas assez de métaux. Ce qui est comme le métal. Et après, il y a ça, il y a aussi le recyclage pour la valorisation. Alors, je voulais citer par les sanctions. On peut sensibiliser, on peut mettre les poubelles, on peut mettre tout, mais si on ne sanctionne pas, ça ne va pas être. Donc on doit sanctionner. Et la sanction, c'est quoi? Pour ce qui me concerne moi, la meilleure des sanctions, c'est mettre les gens en prison. Puisque si on met un pauvre en prison, avec un riche, ils seront dans les mêmes conditions. Mais si on demande de l'argent à un pauvre et à un riche, le riche peut s'assoupir, mais le pauvre va rester au cachot. Et je l'ai dit et j'insiste, ces pays que vous trouvez sur là, ce sont des pays où on met les gens en prison. Messieurs, tout le temps, 15 secondes, s'il vous plaît, 4 secondes pour les chiffres, 10 secondes. 4 secondes. Les chiffres par les principes pollueur-payeur. C'est aussi l'attention. Celui qui a pollué l'environnement, on ne peut pas le laisser. Au-delà de l'arrêté, au-delà de l'amende, il paie l'argent, mais il doit reconstituer le site-là pour lui. S'il avait jeté les déchets dans la rivière, il doit subir les dommages que la rivière a subis par rapport à ces rejets de déchets dans la rivière. Puisque dans la rivière, il y a les vies, il y a les animaux, il y a les végétaux. Et on doit faire les calculs, et celui-là doit payer. Si c'est le sol,
il doit dépolluer les sols, ça signifie qu'il doit payer tous ces coûts qui résultent de la dépollution des milieux pollués. Monsieur Justin Barreka, merci beaucoup pour vos interventions. C'est la fin de cette émission publique qui a porté sur la pollution des eaux des rivières par les déchets ménagers, impact sur les communautés et actions à entreprendre. Il y a plusieurs recommandations qui sont assorties d'ici